Tu me fais honte, tu me dégoûtes, m'a dit ma belle-fille lors du dîner de remise de diplôme de mon petit-fils. Je me suis contentée de sourire. J'attendais ce moment. J'ai fait signe à un serveur, et une vidéo a commencé à passer à la télévision. J'ai fait s'évanouir cette mégère en disant « Je suis heureuse que tu sois là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville d'où vous la regardez, afin que je puisse voir jusqu'où elle s'est propagée. » Je me suis mariée 2 fois. J'ai enterré un mari et j'ai élevé 3 enfants. À 77 ans, je pensais avoir vu toutes les facettes de la cruauté humaine. Je me trompais. La salle à manger du Riverside Country Club bourdonnait de cette excitation contenue que seuls les dîners de remise des diplômes peuvent susciter. Les verres en cristal tintaient doucement contre la porcelaine fine, et le murmure des conversations de félicitations remplissait l'espace élégant. Mon petit-fils, Elliot, qui avait troqué sa toge et son mortier contre un costume bleu marine impeccable, était assis en bout de table, rayonnant de la confiance d'un jeune homme qui venait de conquérir le monde. Harvard Law School, bourse complète. La fierté qui gonflait ma poitrine était si grande que mes côtes avaient du mal à la contenir. Grand-mère Thelma, tu as vu le visage du professeur Morrison quand j'ai prononcé mon discours. Elliot s'est penché vers moi, les yeux brillants d'excitation. Je crois que je l'ai fait pleurer. Je me suis penché vers lui et lui ai serré la main, sentant les callosités qu'il avait acquises en travaillant dans le bâtiment pendant l'été pour payer ses études. Tu as toujours eu le don des mots. Mon chéri, ton grand-père aurait été si fier de toi. C'est alors que la température dans la pièce sembla baisser. Oh, je t'en prie, dit une voix qui trancha notre moment comme un couteau dans du beurre. Ne faisons pas semblant que c'est une histoire à succès digne d'un conte de fées. Toutes les têtes se tournèrent vers Esme, ma belle-fille, qui était assise, raide, sur sa chaise, avec ce sourire particulier qu'elle réservait au moment où elle avait l'intention de faire couler le sang. Ses doigts parfaitement manucurés serraient si fort son verre de vin que je craignais qu'il ne se brise. Esme, avertit doucement mon fils David, mais elle avait déjà dépassé le point de non-retour. Elle se leva lentement, délibérément, sa robe de créateur reflétant la lumière du lustre, alors qu'elle se tournait vers moi. Les conversations aux tables voisines s'estompèrent lorsque les gens sentirent le changement dans notre petit coin de la pièce. Vous voulez savoir ce que je pense vraiment de toute cette comédie? Sa voix portait juste assez pour atteindre les tables adjacentes, où des visages familiers de notre cercle social se tournèrent, avec une curiosité à peine dissimulée. Cette femme, dit-elle en me pointant du doigt, joue le rôle de la grand-mère dévouée depuis des années. Mais en réalité, elle n'est qu'une honte. Mon estomac se noua, mais je gardais un visage impassible. J'avais appris depuis longtemps à ne pas donner à Esme la satisfaction de me voir reculer. Maman, arrêtez. La voix de David trahissait un désespoir que j'avais trop souvent entendu auparavant. Mais Esme ne faisait que commencer. Elle s'approcha de ma chaise, haussant le ton à chaque mot. Tu veux savoir qui est vraiment ta précieuse grand-mère? Elliot. C'est une imposteur, une vieille femme pathétique qui n'est même pas capable de s'habiller correctement pour le dîner de remise de diplôme de son propre petit-fils. Je baissai les yeux vers ma robe bleu marine, conservatrice, bien coupée, appropriée pour l'occasion. Mais je savais que ce n'était pas vraiment mes vêtements qui posaient un problème. Tu me fais honte, continua Esme, sa voix résonnant désormais dans la moitié de la salle à manger. Chaque fois que nous sommes ensemble en public, je dois faire semblant que tu n'es pas un désastre social complet. Tu dis toujours ce qu'il ne faut pas dire. Tu t'habilles comme si tu faisais tes achats dans des friperies, et tu ne sais pas comment te comporter avec les gens qui comptent. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais sentir le poids de dizaines de regards posés sur notre table. J'entendais presque les conversations chuchotées qui allaient dominer le country club pendant les semaines à venir. Le visage d'Elliot était devenu livide. Esme, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Elle s'est retournée vers moi et, pendant un instant,
J'ai vu dans ses yeux quelque chose qui allait au-delà de la simple aversion. C'était du mépris, pur et simple. J'ai porté pendant 15 ans la honte d'être associé à toi. 15 ans à trouver des excuses, à essayer de minimiser les dégâts que tu as causés simplement en existant dans nos vies. Elle se pencha vers moi, sa voix se réduisant à un murmure qui semblait plus violent que ses cris. Tu me dégoûtes, Thelma. Je te regarde et j'ai la nausée à l'idée que tu es censée faire partie de ma famille. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Mais quelque chose d'étrange s'est produit à ce moment-là. Au lieu de la honte et de la douleur que j'aurais pu ressentir, un calme m'a envahi. Un calme paisible, presque agréable. J'ai souri. Ce n'était pas un grand sourire. Rien de dramatique ou d'évident. Juste une petite courbe satisfaite de mes lèvres qui semblait troubler Esmé plus que des larmes ou des protestations auraient pu le faire. Je fouillai dans mon sac à main d'une main sûre et en sortis mon téléphone. D'un geste délibéré, j'attrapai le regard de Marcus, notre serveur habituel, et lui fis un signe de tête discret. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Esmé, un peu déconcerté par mon sang-froid. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je regardais Marcus se diriger vers le petit panneau de commande près du bar où se trouvait le système de musique d'ambiance du restaurant. Le jazz doux qui jouait s'est évanoui, remplacé par le son distinctif d'une vidéo qui commençait à être diffusée. Le grand écran plat fixé au mur du fond, qui affichait habituellement le calendrier des événements hebdomadaires du club, s'est allumé et a affiché une image complètement différente. Esmé s'est tournée vers l'écran, et j'ai vu le sang se retirer de son visage comme de l'eau s'écoulant dans un égout. « Non » murmura-t-elle. « Mais oui, elle était bien là, nette et claire en haute définition, assise dans ce qui était manifestement le bureau d'un avocat. La date indiquée remontait à seulement 6 mois. Vous voulez donc rompre tout lien. » La voix de l'avocat résonnait avec une clarté parfaite dans le système audio du restaurant. « Complètement, » répondit Esmé à l'écran. « Je ne veux pas qu'elle ait le droit de la contacter ou de lui rendre visite. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de fille. » Le sang quitta le visage d'Esmé si rapidement que je crus qu'elle allait s'évanouir sur place. Elle trébucha en arrière et s'agrippa au bord de la table pour se soutenir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de David était à peine plus qu'un murmure. À l'écran, la conversation se poursuivait. « Et vous comprenez que cela signifie qu'elle n'aura aucun soutien, aucun lien familial. »« Bien » répondit froidement la voix enregistrée d'Esmé. « Peut-être que cela lui apprendra enfin que ses actes ont des conséquences. » C'est alors que les genoux d'Esmé se dérobèrent Cushard complètement. Elle s'effondra sur sa chaise avec une telle force que celle-ci glissa vers l'arrière. Puis elle s'affaissa sur la table. Inconsciente. La salle à manger s'est remplie de chuchotements et de halètements. Mais je suis restée parfaitement immobile, regardant la vidéo continuer à défiler, regardant le secret le plus profond de ma belle-fille être révélé à toutes les personnes qui comptaient dans son monde social soigneusement construit. J'avais attendu ce moment pendant exactement 4 mois, 2 semaines et 3 jours. Depuis que le détective privé que j'avais engagé avait déposé cet enregistrement sur la table de ma cuisine, accompagné d'un dossier rempli d'autres documents qui m'avaient en fait trembler de rage. Ce soir, enfin, tout le monde allait savoir qui était vraiment Esmé. 4 mois plus tôt, j'étais en train d'arranger des fleurs dans ma cuisine lorsque la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Mais à mon âge, les visiteurs inattendus signifiaient généralement soit quelqu'un qui voulait me vendre quelque chose dont je n'avais pas besoin, soit un voisin avec des ragots que je ne voulais probablement pas entendre. L'homme qui se tenait devant ma porte ne ressemblait en rien à l'image que je me faisais d'un détective privé. Raymond Torres avait la 50aine. Il portait un simple costume gris qui avait connu des jours meilleurs et tenait une mallette en cuir usé qui suggérait qu'il exerçait ce métier depuis longtemps. Sa poignée de main était ferme mais douce, et ses yeux reflétaient la lassitude de ceux qui ont trop vu le côté sombre de l'humanité. « Madame Caldwell » dit-il d'une voix prudente et professionnelle. « Je crois que vous m'attendiez. »
Je l'avais engagée 3 semaines plus tôt après une conversation avec ma voisine Dorothy qui avait semé en moi un soupçon que je ne pouvais dissiper. Elle m'avait dit avoir vu Esme dans un cabinet d'avocats du centre-ville, ce qui me semblait étrange car Esme n'avait jamais parlé de problèmes juridiques à la famille. La cousine de Dorothy travaillait comme réceptionniste dans ce cabinet. Elle m'avait dit: un cabinet spécialisé en droit de la famille. Entrez, je vous en prie. Je le conduisis à la table de ma cuisine, la même table où j'avais passé l'appel pour l'engager, les mains tremblantes, tandis que je composais le numéro que j'avais trouvé sur Internet. Raymond posa sa mallette sur la table et l'ouvrit avec une efficacité rodée. Je dois vous dire, Madame Caldwell, que ce que j'ai découvert va bien au-delà de ce que vous m'aviez demandé d'enquêter. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Lorsque Esme était allée voir un avocat, je lui avais demandé de découvrir pourquoi. Je n'étais pas préparée à entendre le mot «vaste» avant de vous montrer quoi que ce soit, a-t-il dit en sortant un grand dossier en papier craft. Je dois que vous compreniez qu'une fois que vous aurez vu cela, vous ne pourrez plus l'oublier. Parfois, l'ignorance est vraiment une bénédiction. Je jetai un coup d'œil au dossier avant de reporter mon regard sur son visage buriné. M. Torres. J'ai été mariée 2 fois. J'ai enterré un mari et j'ai élevé 3 enfants presque seule. J'ai appris que la vérité, aussi horrible soit-elle, vaut toujours mieux qu'un beau mensonge. Il acquiesça doucement et ouvrit le dossier. Le premier document était une requête officielle datant de 18 mois. Ma vue s'est brièvement brouillée lorsque j'ai lu le titre. Demande de dissolution des droits parentaux. Rénonciation volontaire. Elle a une autre fille, a dit Raymond doucement. Madison Phillips. Elle a 23 ans maintenant. Avant même d'avoir fini de lire la première ligne, mes mains ont commencé à trembler. Esme avait volontairement renoncé à ses droits parentaux sur une fille issue d'une précédente relation. Et ce n'était pas à cause de son jeune âge ou de difficultés financières. Elle mentionnait explicitement dans la requête qu'elle renonçait à ses droits afin de pouvoir fonder une nouvelle famille et éviter tout problème. Raymond a poursuivi. Il y a plus, et je n'étais pas sûre de pouvoir le supporter. Le rapport de l'assistante sociale suivait. Esme avait confié Madison à sa grand-mère malade lorsqu'elle avait 15 ans. Celle-ci était décédée 2 ans plus tard, après avoir atteint l'âge adulte dans le système d'aide sociale à l'enfance. La jeune fille n'avait personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Pas même un compte d'épargne pour ses études universitaires. La question, où est-elle maintenant, m'échappa dans un murmure. Elle est totalement indépendante depuis l'âge de 17 ans. Elle jongle entre 2 emplois dans le centre-ville de Portland, tout en essayant d'obtenir son diplôme universitaire. Je fixais la photo que Raymond m'avait donnée. La famille de mon fils David est connue pour ses yeux bruns chaleureux, et Madison a hérité de ce trait d'Eliot. Bien qu'elle ait le squelette fragile d'Esme, son regard trahissait une individualité, une résilience fatiguée qui convenait à quelqu'un qui avait découvert très jeune que le monde pouvait être un endroit dur et impitoyable. Elle ne sait pas qui vous êtes en tant que famille, a poursuivi Raymond. Pour Madison, sa mère a disparu de sa vie et n'est jamais revenue. À son insu, Esme s'était remariée et menait une vie que Madison n'avait pas pu connaître. J'avais l'impression que la pièce tournait autour de moi. Je m'agrippais au bord de la table pour essayer d'assimiler toutes ces informations. Comment avez-vous trouvé tout ça? Principalement dans les archives publiques. Les documents judiciaires sont accessibles si l'on sait où chercher. J'ai également parlé à des personnes qui les connaissaient avant qu'Esme ne quitte Portland. Il s'interrompit, donnant l'impression de peser ses mots. Je ne savais pas si je pouvais supporter une autre révélation, mais je lui donnai quand même le feu vert pour continuer. Car, Madame Caldwell, il y a autre chose que vous devez savoir sur les raisons de son départ. Madison devenait trop grande, trop indépendante. Elle commençait à poser des questions sur son père. Elle voulait en savoir plus sur le passé de sa mère. D'après ses anciens voisins, Esme semblait considérer Madison comme un boulet plutôt que comme sa fille, quelqu'un qui pourrait nuire à ses projets de nouvelle vie. Ces mots me frappèrent de plein fouet.
Je ne pouvais m'empêcher de penser à Elliot et à la fierté et l'affection évidente qu'Esmé affichait pour lui en public. Tout cela n'était-il qu'une comédie? Était-elle capable d'aimer un enfant, quel qu'il soit? Ou bien Elliot était-il encore assez jeune pour contribuer à son image publique? Il y a une vidéo, murmura Raymond. Une vidéo? J'ai pu obtenir des images des caméras de sécurité du cabinet d'avocats. En me tendant la clé USB qui allait changer le cours des événements, il me dit: Votre belle-fille a été très claire quant à ses intentions et ses sentiments envers Madison lors de sa rencontre avec l'avocat. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon salon, j'ai fermé la porte, tiré les rideaux et regardé l'émission. La vue d'Esmée, assise dans le bureau de cet avocat, parlant de sa propre fille avec tant de détachement, m'a rendu malade. Elle traitait Madison comme un meuble dont on se débarrasse lorsqu'elle parlait d'elle. Mais ce n'était pas seulement l'abandon qui me terrifiait, c'était le calcul qui sous-tendait tout cela. Esmé avait étudié en détail la procédure judiciaire, afin que son passé ne vienne pas entraver son nouveau départ avec David et Elliot. Elle s'était assurée que Madison ne puisse plus jamais entrer en contact avec elle. Avec la même efficacité désinvolte que pour effacer d'anciennes données d'un ordinateur, elle avait éliminé sa propre fille. Je passais une mauvaise nuit. Madison, qui devait cumuler 2 emplois pour payer ses études et n'avait aucune famille pour l'aider, ne cessait de me trotter dans la tête. Je me demandais ce qu'il adviendrait du sauveur public d'Esmé, son petit-fils Elliot, s'il venait un jour à menacer sa réputation. Mais surtout, je ne pouvais m'empêcher de penser à mon fils, David, qui ignorait totalement que sa femme était capable d'abandonner son propre enfant. Je me sentais obligée d'agir. Mais comment? Quelle était la meilleure façon d'annoncer à son enfant que sa femme n'était pas celle qu'elle prétendait être? Que signifie le fait que la femme qu'il aime traite sa propre fille comme un déchet? Du plus, quelles mesures peuvent être prises pour garantir qu'un tel incident ne se reproduise pas? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me préparer. J'ai engagé Raymond pour retrouver Madison et déterminer sa situation actuelle du mieux qu'il pouvait. J'ai découvert qu'elle travaillait comme agent de sécurité de nuit et barista le week-end pour payer ses cours. Mais elle était dévouée et se battait pour s'en sortir. Son studio lui coûtait la majeure partie de son salaire, mais elle était déterminée à s'en sortir malgré tout. J'ai également demandé à Raymond de surveiller les agissements d'Esme. Je voulais savoir si elle avait découvert d'autres secrets ou si quelqu'un d'autre avait été victime de son raisonnement glacial. Ce qu'il a découvert m'a glacé le sang. Bien que Madison fût son seul enfant avant David, Esme avait déjà agi de la sorte auparavant, non pas en abandonnant ses enfants, mais en coupant délibérément les ponts avec toute personne qui connaissait son passé et pouvait remettre en question l'image qu'elle souhaitait donner, lorsqu'il ne lui était plus utile pour l'identité qu'elle s'était soigneusement construite. Elle rompait brusquement tout lien avec eux, qu'il s'agisse de connaissances, de cousins éloignés ou même de sa mère. Ma belle-fille n'était pas simplement égoïste. Ma famille était sa dernière cible. C'était une manipulatrice émotionnelle et une prédatrice. Pendant des semaines, je me suis creusé la tête pour savoir comment utiliser ces informations. Dois-je en informer David immédiatement? Dois-je contacter Madison? Dois-je aborder Esme de front? Mais je me suis souvenu des sages paroles de mon premier mari. Le meilleur moyen d'attraper un menteur, c'est de le laisser parler. Avec cela à l'esprit, j'ai patiemment attendu, observé et tout noté en prévision du jour où Esme montrerait enfin à tout le monde qui elle était vraiment, une imposteur. J'ai pu passer devant tout le monde, alors qu'Esme gisait immobile sur la nappe blanche, la tête appuyée contre celle-ci comme si elle avait choisi de faire une sieste parmi ses propres morts. La vidéo continuait de tourner. La moitié du country club pouvait voir ma belle-fille secrète, car le personnel du restaurant n'avait pas réagi assez vite pour dégager les tables adjacentes. Selon Esme, je ne veux pas qu'elle puisse me retrouver. Aux yeux du monde, Madison Phillips n'est pas ma fille. David était assis immobile sur sa chaise, fixant l'écran comme s'il regardait un film étranger sans sous-titres.
Raymond m'avait déjà fait écouter cet enregistrement, et la voix d'Esme était restée froide et détachée tout au long. Au cours des dernières minutes, son visage avait traversé toute une gamme d'émotions, passant de la perplexité à la stupéfaction, puis à une expression presque effrayante. Papa, dit Elliot d'un ton timide et hésitant. Qui est Madison Phillips, dit Esme en battant des paupières comme pour interrompre David, regardant autour d'elle dans la salle à manger comme si elle ne savait plus très bien où elle était. Elle releva doucement la tête, le mascara coulant sous ses yeux. Son monde s'écroula comme un château de cartes lorsqu'elle posa les yeux sur l'écran de télévision. Elle cria « Éteignez ça », d'abord à voix basse, puis avec plus d'insistance, un peu chancelante. Elle se leva d'un bond et se jeta sur la télécommande. « Éteignez ça », hurla-t-elle. Notre serveur, Marcus, s'empressa toutefois de lui barrer le passage vers la télévision. Je lui jetai un coup d'œil et secouai légèrement la tête. « S'il te plaît », les cheveux autrefois soigneusement coiffés en bataille et sa robe chic montrant des traces de sa chute. Esme se tourna vers notre table. « Alors explique-nous. » Je gardai un ton calme et posé et répondis. « C'est tout. Tu ne comprends pas. » C'était le ton utilisé par quelqu'un qui avait eu des mois pour se préparer à cela. Qui est Madison Phillips? Esme, comme de la fumée. La question flottait dans l'atmosphère autour de nous. La tension d'un drame social qui allait faire l'objet de discussions dans les salons de la ville pendant des mois était palpable, tout comme le poids de plusieurs discussions qui avaient pris fin brusquement. C'est, balbutia Esme, dans une tentative désespérée de trouver un signe indiquant qu'il était toujours de son côté. Elle regarda David avec insistance. À la question, votre fille. David répondit d'une voix sans vie et monocorde. C'est ma fille. Avant que je rencontre votre père. Une fille. Avait? Corrigea rapidement Esme. L'avocat poursuivit la discussion que nous entendions tous pour la première fois à la télévision. J'avais une fille. C'était il y a longtemps, avant que nous nous mettions ensemble. C'était compliqué. David, tu ne comprends pas ce qu'était ma vie à l'époque, et vous êtes certaine de vouloir inclure la clause interdisant tout contact futur. C'est définitif. Mademoiselle Phillips, tout à fait certaine, répondit Esme. Elliot éloigna sa chaise de la table et dit « Je veux repartir à zéro, sans complications liées à mon passé. » Le regard d'Esme passa de son fils à son mari. Puis elle dit « Quel âge avait-elle quand vous avez fait ça ?»« 15 ans. » La voix de David s'éteignit comme s'il avait reçu un coup violent dans le ventre. « Tu dois comprendre, » continua-t-il. « Tu l'as abandonnée, » dit Esme avec colère, haussant le ton. « Tu as abandonné une fille de 15 ans. Elle avait sa grand-mère. Elle avait un réseau de soutien. Hier, je ne pouvais pas assumer le rôle de mère à ce moment-là de ma vie. Comme un scientifique observant une expérience bien conçue, je me suis retrouvée captivée par cette conversation. Je me demandais depuis des mois comment Esme se défendrait lorsque la vérité serait révélée. J'avais imaginé plusieurs scénarios possibles, des justifications qu'elle pourrait avancer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi mal à l'aise, mais tu as pu assumer ton rôle de mère pour moi. Malgré sa subtilité, la voix d'Elliot avait un ton qui m'était étranger. La question, qu'est-ce qui me rendait différente? Puis manifestement Esme au dépourvu. Sa voix s'accéléra et devint agitée lorsqu'elle parvint enfin à répondre. C'est différent. Tu es différente. Comment? Demanda-t-elle. Tu laisses, c'est tout. Elliot, tu dois comprendre. Quand Madison est née, j'étais plutôt jeune. Je n'étais pas préparée. En fait, Esme, d'après les documents judiciaires, tu avais 28 ans quand tu as renoncé à tes droits sur Madison. Je tenais à le préciser, car ma vie a basculé quand j'ai rencontré ton père et que nous t'avons eu. Je me sentais obligée de le dire. Tu n'es clairement plus une jeune fille. Après avoir fini de parler, il y eut un silence si tendu que je pouvais entendre la vaisselle s'entrechoquer dans la cuisine du restaurant. David finit par me regarder. Notre premier contact visuel depuis le début du film. Tu étais au courant.
J'ai engagé un détective privé après avoir vu Esme sortir d'un cabinet d'avocats en centre-ville. Je l'ai découvert il y a 4 mois, dit-il, tout en me regardant dans les yeux. J'étais curieux de connaître ses secrets. Vous m'avez fait enquêter sur moi. Vous avez violé ma vie privée, a déclaré Esme d'une voix forte. Malgré vos objections, ma voix les a tranchées comme un rasoir lorsque j'ai répondu. J'en avais tout à fait le droit. Vous avez épousé mon fils. La vidéo touchait à sa fin. Mais la dernière question de l'avocat résonnait comme un verdict. Vous faisiez partie de ma famille, mais quelque chose n'avait jamais semblé normal. Que pensez-vous que nous devrions faire si Madison Phillips tente de vous contacter à l'avenir? La voix enregistrée d'Esme était claire comme de l'eau de roche dans sa réponse. Dites-lui que je suis mort. Le cri étouffé qui s'éleva des tables voisines était audible. Même certains membres du personnel du restaurant arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour regarder notre table. Le visage d'Elliot était devenu complètement pâle. Vous vouliez qu'elle pense que vous étiez mort. Esme a supplié frénétiquement. Tu ne comprends pas. C'était plus gentil ainsi. Elle aurait mieux fait de rompre net, libre de continuer sa vie sans jamais avoir à expliquer mon départ. Au lieu de vivre en espérant toujours mon retour, elle pourrait faire son deuil et s'en remettre. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue, a déclaré David. Égoïste. Absolument. Esme se retourna vers lui. Mon but était de la protéger. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour tout le monde, mais elle était hystérique. Alors je lui ai calmement dit « Non ». Elle essayait de se défendre. Ai-je soutenu « Non, ce n'est pas vrai ». Tu voulais recommencer à zéro avec David et Elliot. Et Madison était juste une gêne. Esme, où est-elle actuellement? Où est cette fille que tu prétends protéger? Dis-je en montrant l'écran de mon téléphone, où je venais de montrer une photo prise par Raymond de Madison quittant son travail de nuit. Pendant un instant, l'expression d'Esme oscilla entre l'indifférence et une émotion possible, tandis qu'elle regardait la photo, vêtue de son uniforme de gardienne de sécurité. Madison boitait vers sa voiture dans un parking désert à 3 heures du matin, l'air épuisé. Elle est... La voix d'Esme se brisa. Elle cumule 2 emplois pour payer ses études à l'université. Ai-je poursuivi? Elle vit dans un studio qui lui coûte les 3/4 de son salaire. Comme si rien ne s'était passé. La vidéo s'est terminée et le calendrier des événements réguliers du country club l'a remplacé. David s'est levé lentement, ses mouvements prudents et délibérés, comme s'il n'était pas sûr que ses jambes puissent le soutenir. Elle n'a pas de famille, pas de réseau de soutien, pas de filet de sécurité d'aucune sorte, parce que sa mère a décidé qu'elle était un fardeau. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les battements de mon cœur. Je dois y aller, dit-il d'un ton pressant. David, attendez une seconde. Esme tendit la main vers son bras, mais il la repoussa doucement. Non, murmura-t-il. Ne fais pas ça. Il regarda ensuite Elliot et dit Mon fils, peux-tu m'accompagner? Elliot jeta un coup d'œil à ses parents, le visage jeune exprimant à la fois la confusion et la douleur. Finalement, il acquiesça et se leva. Tu crois que tu as gagné. Thelma, ce n'est pas fini, remarqua Esme, la voix durcissant en voyant sa famille se préparer à la quitter seule. Tu crois vraiment que tu es une héroïne pour avoir détruit mon mariage? Je pris mon sac et me levai pour suivre mon petit-fils et mon fils, mais pas avant de me retourner pour la regarder une dernière fois. Estimée, je n'ai pas mis fin à ton mariage. Je me suis juste assurée que ton mari reconnaisse sa véritable épouse. Je pouvais sentir des dizaines de regards nous suivre alors que nous quittions la salle à manger, sachant que demain, cette histoire serait racontée dans tous les cercles sociaux importants d'Esme. Esme n'était pas du genre à accepter la défaite avec élégance. Elle avait encore des armes qu'elle n'avait pas utilisées. La véritable bataille ne faisait que commencer. Ma plus jeune fille, Sarah, qui vivait à 3 états de là, m'a appelé 3 jours après l'incident au restaurant, en pleurs, me demandant « Maman, que se passe-t-il ?» C'était le premier coup de la contre-attaque d'Esme, même si l'idée que l'image de la femme et de la mère parfaite qu'elle s'était soigneusement construite
était satisfaisante. Je savais que ce n'était que le début. Esme m'a appelé ce matin en pleurs, m'a dit Sarah d'un ton inquiet. Alors que je m'asseyais sur ma chaise longue, les propos de ma fille troublèrent la tranquillité du matin. Elle m'a dit que tu essayais de détruire son mariage depuis des mois. J'étais en train de couper les fleurs dans le calme du petit matin lorsque mon téléphone a sonné. Elle a dit quoi? D'après ce qu'elle m'a dit, tu lui as tendu un piège lors du dîner de remise de diplôme d'Eliott et tu as engagé un espion pour la suivre. Elle s'est effondrée en larmes. Maman, j'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir grâce au discours calculé de Sarah. Esme l'avait abordée en premier, se présentant comme la victime et moi comme la méchante. Elle a déclaré que tu essayais de monter toute la famille contre elle parce que tu ne l'avais jamais acceptée. Je pouvais presque entendre ma belle-fille réciter le même refrain éculé qu'elle racontait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Sarah, il y a plus à cette histoire que ce qu'Esme t'a dit. Je sais que vous n'avez jamais eu une relation idéale, mais maman a dit que tu avais envahi sa vie privée. Elle a dit que tu l'avais fait suivre. Sarah a fait une pause, puis a repris d'une voix plus faible. Alors pourquoi l'as-tu fait? En effet, je l'ai fait, mais pas pour les raisons qu'elle t'a données. Ai-je répondu en fermant les yeux pour échapper au fardeau de devoir justifier ce qui n'aurait pas dû nécessiter de défense? Alors pourquoi? Ai-je demandé? Comment expliques-tu à ta fille que la femme de son frère est une prédatrice? Comment lui dis-tu que la femme qui fait partie de la famille depuis 15 ans a abandonné son propre enfant? Elle a une autre fille, Sarah. Elle a abandonné son enfant quand elle avait 15 ans, finalement. Quelqu'un à l'autre bout de la file d'attente dit « Quoi ?» à voix basse. Elle s'appelle Madison. Elle n'a aucun soutien familial. Elle travaille donc à 2 emplois pour payer ses études au collège communautaire. Elle a 23 ans aujourd'hui. Tu es sûr? Esme s'est assurée que Madison ne puisse plus jamais la contacter en rompant légalement tous les liens avec elle, a déclaré Madison après une autre longue pause. Tout. Les dossiers judiciaires, les enregistrements vidéo, tout est en ma possession. En prononçant ces mots, la voix de Sarah trahissait son scepticisme grandissant. Maman, ça me semble excessif, surtout pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas? Comme je l'avais compris en lisant la demande de Raymond. C'était ainsi qu'Esme fonctionnait. Ma propre fille remettait en question mon jugement, mes intentions et ma version des faits. Et voilà, la graine qu'Esme avait semée avait déjà pris racine. Elle ne se contentait pas de laisser les gens dans l'expectative. Elle sape méthodiquement leur crédibilité au préalable, afin que lorsque la vérité éclate, elle soit balayée comme les mensonges vengeurs d'une personne animée par des intentions cachées. Je suis restée assise dans mon jardin pendant longtemps après mon appel avec Sarah, contemplant la guerre, alors que le soleil montait dans le ciel. Lorsque ma voisine Dorothy est passée pour notre thé habituel, j'avais déjà reçu des appels similaires de 2 cousins, de la sœur de David, Michelle, et même de la petite amie d'Eliott, Jennifer. Tout le monde avait entendu une version différente de l'histoire, mais Esme avait une compréhension plus nuancée. Selon elle, la meilleure façon de gagner une guerre était de pousser son ennemi à se battre lui-même. Je ne veux pas prendre parti, a commencé Dorothy avec prudence, en s'affalant sur une chaise de ma cuisine, avec sa tasse d'Earl Grey. Mais les gens parlent. Thelma, et certaines des choses qu'ils disent. Pauvre Esme, victime d'une belle-mère cruelle qui ne pouvait accepter que son fils ait trouvé le bonheur. Je dois dire que cela ne te rend pas service. Tu comprends ce qu'ils disent. Que tu es jalouse d'Esme depuis le début, dit Dorothy en se balançant, mal à l'aise. Tu détestais la joie qu'elle apportait à David et l'image parfaite de leur famille. Apparemment. Tu as engagé un détective privé pour enquêter sur elle. Et quand vous n'avez rien trouvé de vraiment compromettant, vous avez sorti des choses de leur contexte pour la faire passer pour une mauvaise personne. Dorothy, elle a abandonné son enfant quand elle n'avait que 15 ans. Je n'ai pas pu m'empêcher de le dire avec une pointe d'ironie. Elle a légalement renoncé à son propre enfant. En quoi quelque chose peut-il être sorti de son contexte? Selon ce que Dorothy a déclaré lentement,
La file était perturbée. Elle se rebellait. Elle se droguait peut-être. Je regardais ma plus vieille amie répéter les mensonges d'Esmé avec la conviction de quelqu'un qui voulait y croire. Où as-tu entendu cette version? Lui ai-je demandé. Et Esmé était jeune et effrayée. Elle pensait que la fille serait mieux avec d'autres membres de la famille qui pourraient mieux s'occuper d'elle. Here, Esmé m'a contacté par téléphone. Thelma. Elle était inconsolable. Elle a dit qu'elle allait parler de Madison à David plus tard, mais que tu l'avais forcée à le révéler publiquement. Donc elle n'avait pas le choix. Je n'étais pas surprise qu'Esmé ait contacté Dorothy. Elle contactait systématiquement toutes les personnes de mon entourage, réécrivant nos conversations passées, affirmant que le problème était plus complexe qu'il n'y paraissait. Elle n'a rien dit sur le fait que Madison vivait de manière indépendante depuis l'âge de 17 ans. N'est-ce pas que sa famille n'avait pas été en mesure de l'aider après qu'elle ait quitté le foyer d'accueil? Dorothée fronça les sourcils. Selon elle, la jeune fille avait décidé de couper les ponts avec sa famille, et Madison était bouleversée par les modalités de garde, donc elle ne voulait plus garder contact. C'étaient des mensonges, mais ils étaient enrobés de détails suffisamment réalistes pour passer pour la vérité. Esmé avait manifestement passé les 2 derniers jours à construire une histoire qui la transformait en victime, d'abandonnée à abandonnante. Ce qui était vraiment impressionnant, c'était la façon dont elle présentait mon enquête comme une véritable trahison, en mettant l'accent sur mon intrusion dans la vie privée plutôt que sur ce que j'avais découvert. Elle m'avait transformée en antagoniste de ma propre histoire. David a téléphoné à sa mère ce soir-là et lui a dit « Maman, il faut qu'on parle ». Sa voix était si contrôlée et prudente que j'en ai eu la nausée. Ce n'était pas la voix d'un fils qui appelle sa mère. On aurait dit quelqu'un qui avait été persuadé qu'il devait régler un problème difficile. « Bien sûr, mon chéri, ça te dirait de dîner avec moi. À mon avis, il serait préférable que nous nous rencontrions dans un lieu neutre. Que penses-tu de se retrouver demain à 14 heures au café de la rue Elm, neutre ?» répondit-il, comme si je représentais un danger qui nécessitait un lieu public pour être maîtrisé. Le lendemain, je suis arrivé au café avec 15 minutes d'avance et j'ai repéré une table dans le coin arrière où nous pouvions discuter en privé. David est entré à 2 heures et son allure délibérée et résignée m'a averti que ce ne serait pas le genre de conversation que j'avais espéré. Il s'est assis en face de moi sans commander, se préparant à annoncer une terrible nouvelle. Il s'est agenouillé sur la table, les mains jointes. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi depuis le soir de la remise des diplômes. J'imagine. Le problème, c'est que ce que tu as fait, faire enquêter sur Esmé, lui tendre une embuscade en public comme ça, ce n'était pas bien. Peu importe ce que tu as découvert, ce n'était pas la bonne façon de gérer la situation. » J'ai senti un frisson me parcourir la poitrine. Et quelle aurait été la bonne façon de faire? David, tu aurais dû venir me parler en privé. On aurait pu en discuter en famille. Régler les problèmes que tu avais avec ma femme. Les problèmes que j'avais, répondis-je avec prudence. David, ce n'est pas que je n'aime pas Esmé, c'est qu'elle a abandonné son propre enfant. D'après Esmé, la situation avec Madison était plus compliquée que ce que vous avez vu dans cette vidéo. Elle a dit qu'elle essayait de faire ce qu'il y avait de mieux pour une adolescente en difficulté et que vous aviez délibérément sorti ces paroles de leur contexte pour la faire passer pour la méchante. Et voilà, mon propre fils me livrait une nouvelle version de l'histoire, avec la conviction sincère de quelqu'un qui voulait désespérément y croire. Vous a-t-elle également dit que Madison avait 2 emplois pour survivre, qu'elle n'avait aucun soutien familial? David serra les dents. Elle m'a dit que Madison avait choisi de couper les ponts avec la famille, qu'elle était en colère à cause de la situation concernant la garde et qu'elle refusait toute aide. Il a répondu « Je crois ma femme ». Je lui ai demandé s'il la croyait. Et pour être honnête, maman, j'ai du mal à croire que tu aies fouillé dans son passé à tel point que je commence à douter de tes intentions. J'ai baissé les yeux vers mon fils, voyant les traces de l'écriture d'Esmé sur son visage comme des graffitis.
J'ai gardé un ton calme tout en criant silencieusement. Mes motivations. Elle avait utilisé son dévouement naturel contre moi. David. J'essayais de protéger cette famille. De quoi? D'une femme qui a pris des décisions difficiles en tant que jeune mère, de quelqu'un qui essayait de prendre un nouveau départ et de se construire une vie meilleure, de quelqu'un qui est capable d'abandonner son propre enfant lorsque celui-ci devient gênant. Tu ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé. J'ai les documents qui le prouvent. Maman, je veux que tu comprennes quelque chose. Esme est ma femme. C'est la mère de mon fils. Et ce que tu lui as fait est cruel et vindicatif. David s'approcha, sa voix prenant un ton que je lui avais rarement entendu adopter à mon égard. Des documents que tu as obtenus en violant sa vie privée et sa confiance. Ces mots me frappèrent comme des coups. Le garçon que j'avais mis au monde et pour lequel j'avais donné ma vie prenait maintenant la défense de la mère qui avait effacé sa propre fille de sa mémoire. Je dis doucement, et maintenant, que va-t-il se passer? Maintenant, nous allons tous essayer d'aller de l'avant. Esme a accepté d'envisager une thérapie familiale pour régler les problèmes qui ont conduit à cette situation. Mais elle a besoin de savoir qu'elle est à l'abri de nouvelles attaques, des agressions, m'écriai-je, stupéfaite par l'absurdité de la situation. Elle a peur de toi, maman. Elle a peur de tout ce que tu pourrais faire pour lui faire du mal. Je terrifiais Esme. Une grand-mère de 67 ans qui venait de révéler la vérité rendait très nerveuse la femme qui avait méthodiquement détruit la vie d'une adolescente. Et Madison. Hein? Demandai-je. Le visage de David s'adoucit quelque peu. Si ce que tu dis à propos de sa situation est vrai, alors peut-être que nous pouvons trouver un moyen de l'aider. Mais c'est quelque chose qu'Esme et moi devons décider ensemble. En famille, ensemble, comme une unité. Cette déclaration me fit mal, car elle définissait ma position dans cette nouvelle dynamique. J'étais exclu du groupe exclusif. Désormais, les gens pourraient venir me demander conseil, mais ils ne faisaient plus confiance à mon jugement, car j'étais un étranger. Je n'avais pas réalisé à quel point Esme avait remporté la première manche de cette bataille avant que David ne quitte le café. Elle avait gagné sur plusieurs fronts. Elle m'avait coupé de ma propre famille en utilisant cette découverte. Ce qu'elle n'avait pas compris, cependant, c'est que je menais ce combat depuis plus longtemps qu'elle n'avait vécu et que j'étais loin d'avoir dit mon dernier mot, alors que je préparais mon dîner pour une personne dans ma cuisine. 2 semaines après ma conversation déchirante avec David au café, la sonnette a retenti. Il était près de 19 heures et je n'avais pas l'intention de recevoir quelqu'un. Tous mes proches essayaient de savoir qui soutenir dans une querelle familiale qu'ils ne comprenaient pas après l'incident du dîner de remise des diplômes. Et mon agenda social s'était considérablement allégé. En ouvrant la porte, je tombais sur une jeune femme dont la présence me coupa le souffle. Sa structure osseuse délicate et les yeux de David lui donnaient un air d'Esme, mais son regard trahissait une force tranquille et une détermination qui lui étaient propres. Excusez-moi, Madame Caldwell, mais je pense qu'il serait utile que nous discutions. Ai-je dit, mes jambes faillirent se dérober sous moi. La voir debout sur le pas de ma porte, après des mois d'enquête discrète sur sa vie, me donnait l'impression qu'un personnage de fiction venait d'entrer dans ma réalité. Madison. Je m'agrippais au cadre de la porte pour ne pas tomber, tout en soulevant un sac à dos usé sur son épaule. Elle dit « Ça n'a pas été facile ». Elle demanda ensuite « Comment m'avez-vous trouvé ?» Raymond avait fait preuve de discrétion, mais il n'était pas invisible pour autant. Quand quelqu'un engage un détective privé pour enquêter sur votre vie, vous finissez toujours par l'apprendre, surtout dans une petite ville comme Portland. Comme j'étais tellement déterminée à en savoir plus sur Madison, je n'avais pas envisagé la possibilité qu'elle puisse découvrir l'enquête. Je comprends que cela puisse paraître inhabituel, a-t-elle poursuivi. Elle a hésité, la voix légèrement tremblante, avant de continuer. Mais j'ai fait le trajet depuis Portland parce que je devais comprendre pourquoi quelqu'un se posait des questions sur moi. Et ce que j'ai appris, les pensées se bousculaient dans ma tête. Je m'écartai pour la laisser entrer et elle dit
Ce que j'ai appris a bouleversé tout ce que je croyais savoir de ma vie. Un café serait le bienvenu. Si vous en avez, dis-je en me concentrant sur la préparation du café. Madison se tenait dans ma cuisine, les yeux écarquillés de curiosité, tandis que je lui demandais si je pouvais lui préparer quelque chose à manger. Elle semblait épuisée par le voyage. Alors, vous êtes la belle-mère d'Esme, dit-elle enfin. Oui. Et vous êtes sa fille. Apparemment, répondit-elle d'un ton amer, même si j'ai passé les 8 dernières années à croire qu'elle était morte. Je faillis laisser tomber la cafetière. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginée d'après les photos de Raymond, probablement à peine entre 60 minutes. Cependant, sa présence remplissait la pièce. Quoi? J'ai essayé de la retrouver quand j'ai atteint l'âge limite pour rester en foyer, dit Madison en s'asseyant à ma table de cuisine. La même table où Raymond m'avait remis les documents révélant les mensonges d'Esme. J'avais utilisé les économies de mon premier emploi pour engager un détective privé abordable. Je me sentais submergée par l'énormité de ce qu'elle me racontait. Il m'a montré un certificat de décès et tout le reste. A poursuivi Madison. Il m'a dit qu'il avait retrouvé sa dernière adresse connue et trouvé des documents attestant de son décès. Il est revenu et m'a dit que ma mère était morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. La cafetière gargouillait dans le silence qui a suivi ses paroles. Je compatissais avec Madame Caldwell. Tout en travaillant de nuit pour payer mes études à l'université, j'avais passé 3 ans en thérapie pour surmonter le deuil d'une mère que je connaissais à peine. Mais elle n'était pas morte. Madison parlait d'une voix ferme, mais je voyais ses mains trembler légèrement tandis qu'elle tenait sa tasse de café. Pouvez-vous imaginer l'horreur de découvrir que votre mère vous a non seulement abandonné, mais qu'elle a également payé quelqu'un pour vous faire croire qu'elle était morte, dit-elle, alors que l'étendue de la brutalité d'Esme m'apparaissait clairement. La pièce trembla légèrement. Esme devait s'assurer que Madison ne la retrouverait jamais et ne s'immiscerait pas dans sa nouvelle vie. L'abandonner ne suffisait pas. Comment avez-vous découvert la vérité? L'enquêteur que vous avez engagé était compétent, mais il avait un point faible. La femme qui avait fait le ménage chez ma grand-mère est apparue dans ses recherches lorsqu'il était à Portland. Elle s'est souvenue de ma situation et de mon identité. Elle s'est souvenue que ma mère l'avait engagée pour faire passer le mot au sujet de l'accident de voiture, au cas où quelqu'un serait intéressé. Elle a payé quelqu'un pour simuler sa propre mort. Quelques centaines de dollars pour s'assurer que son passé reste enfoui. Madison eut un rire creux. Moins cher que la pension alimentaire, j'imagine. Madison, je suis vraiment désolée. Je me suis assis en face de vous, me sentant physiquement malade. Ce n'est pas votre responsabilité. Je n'avais aucune idée qu'elle était allée aussi loin, mais je dois savoir pourquoi tu t'intéressais à moi. Dit Madison en m'observant attentivement. Quel est ton lien avec la fille de ma mère absente? Je lui racontai tout en détail, le détective privé, la vidéo, la rencontre au restaurant, le déni de David et la façon magistrale dont Esme avait rejeté la responsabilité sur la victime dans son propre récit. Elle a un fils. Mon demi-frère, Elliot. Il s'appelle Madison, finit-elle par déclarer après un long silence. Le temps d'assimiler ce que je venais de lui dire. 22 ans, tout juste sorti de la faculté de droit de Harvard, et il ne sait pas qui je suis. Maintenant, il le sait. Madison acquiesça lentement. Qu'a-t-il dit? Demanda-t-elle, en se souvenant qu'il était présent pendant toute la diffusion de la vidéo. Il était surpris, abasourdi, depuis lors. Cependant, Esme a déployé des efforts considérables pour garder le contrôle du récit. Compliqué comment? A-t-elle demandé, sa voix trahissant. Sa conviction que l'affaire était plus nuancée qu'il n'y paraissait à première vue. J'hésitais à dire la vérité à Madison, car je ne voulais pas répéter les mensonges d'Esme. Mais elle devait connaître les risques. D'après ce qu'elle dit, vous étiez perturbé. Vous aviez des problèmes de drogue et vous vous comportiez mal. Madison a frappé sa tasse de café sur la table, renversant du liquide sur le bord, en disant qu'elle avait dû prendre la décision difficile de laisser ses enfants être élevés par des proches mieux équipés pour faire face à leurs problèmes. Abuse de substances.
Vous vous déchaîniez, d'un ton furieux. Elle a répondu: Madame Caldwell, ma mère a disparu de ma vie sans raison apparente quand j'avais 15 ans. Ma grand-mère avait 78 ans et souffrait d'arthrite invalidante. Elle avait à peine la force de faire quoi que ce soit. Je sais. Je jonglais entre un emploi à temps partiel pour aider à payer la nourriture et mes excellentes notes à l'école. J'ai vu ton dossier scolaire. Alors tu sais qu'elle ment. Malheureusement, il semble que ma famille soit plus encline à croire sa version. Madison se leva et se dirigea vers la fenêtre de ma cuisine, où elle regarda le jardin dont je m'occupais lorsque Sarah m'avait contacté pour m'informer de l'opération de contrôle des dégâts menée par Esme. Pressée de répondre, elle finit par dire: Je veux les rencontrer. Qui sont-ils? Mon demi-frère. Ton enfant, Madison. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je veux qu'ils entendent la vérité de ma bouche. Mon estomac se noua de peur. Esme les avait préparés pendant des semaines à ce genre d'incident. Elle avait préparé une explication. Eh bien, je suppose que nous verrons à quel point ces arguments sont convaincants lorsque je serai là pour les réfuter. La voix de Madison faisait écho à la mienne quand j'avais son âge. Une détermination tranquille, inflexible face à la facilité et à la commodité des autres. Quelles sont tes intentions? Lui ai-je demandé, doucement. Quel est le résultat que tu souhaites obtenir? Pour la première fois depuis son arrivée, je vis des larmes monter aux yeux de Madison lorsqu'elle se tourna vers moi. Je voudrais que mon demi-frère sache que je suis ici. J'espère qu'il n'aura jamais à faire face à la réalité que notre mère est capable d'effacer ses propres enfants s'ils lui causent des ennuis. Madison n'était pas là pour se venger, gagner rapidement de l'argent ou même se racheter. Elle était là pour protéger un frère inconnu d'une mère qui avait démontré sa détermination en commettant l'impensable. Hey, il y a un barbecue familial samedi chez David et Esme, murmurai-je lentement. C'est censé être une réunion pour pincer les blessures et rassembler tout le monde après l'incident au restaurant. Compte tenu de la colère de David, du récit minutieusement élaboré par Esme pour se présenter comme une victime et de la trahison soudaine de ma propre famille, j'ai répondu: Oui, je t'y emmènerai, parce que parfois, la seule façon d'affronter un mensonge est de mettre la vérité sur la table et de l'affronter de front. Le samedi, le temps était plus typique du nord-ouest du Pacifique, gris et pluvieux, ajoutant une atmosphère d'incertitude à tout. Madison était revenue de Portland, mais cette fois-ci, elle avait une petite valise, prête à passer le week-end si nécessaire. Pendant un moment, nous sommes restés assis dans ma voiture devant la maison de David, regardant à travers les fenêtres ma famille qui se préparait pour sa réunion de réconciliation. Tu es prête? Madison a redressé sa robe bleue unie comme je le lui avais demandé. Je portais cette robe lorsque je voulais paraître respectable, mais que je n'avais pas les moyens de m'offrir quelque chose de plus chic. Non, mais je ne pense pas que je serai jamais prête. Alors autant en finir. J'ai arrêté d'utiliser ma clé et j'ai frappé à la porte d'entrée. Une manière subtile de reconnaître que ma place dans cette maison avait changé. Je me suis écartée pour que David puisse voir Madison clairement, et ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a reconnu ses traits familiers. Maman, je n'étais pas sûre que tu viendrais. Il a ensuite affiché une série d'expressions, notamment la surprise. La confusion est une neutralité soigneusement contrôlée. Avant d'ouvrir la porte, bonjour, dit Madison d'un ton neutre. J'avais hâte de te rencontrer. David resta immobile un instant, la bouche légèrement ouverte, fixant la jeune femme sur le pas de la porte qui avait les yeux de son fils et la structure osseuse de sa femme. Même quelqu'un déterminé à ne pas croire à la vérité ne pouvait manquer la ressemblance familiale. Voici Madison Phillips, dis-je clairement. Ta belle-fille. Je vis un morceau de verre brisé tomber sur le carrelage de la cuisine derrière David. Puis j'entendis la voix peu convaincante d'Esme demander: David, qui est à la porte. Il est temps de faire une vraie réunion de famille, dit Madison. Dès que Madison entra dans le salon de David, la réunion de réconciliation
méticuleusement planifiée, prit une tournure très différente. Les conversations s'arrêtèrent net. C'est Dieu qui dit lorsque les membres de la famille, qui avaient passé des semaines à contester mon récit, se retrouvèrent enfin face à la preuve vivante du mensonge d'Esmé. Esmé se tenait immobile dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un torchon encore à la main, qu'elle avait utilisé pour ramasser ce qu'elle avait laissé tomber lorsque Madison avait prononcé son nom. Depuis le canapé où il était assis avec sa petite amie, Jennifer, Elliot appela Madison. Il se leva lentement, visiblement captivé par la jeune femme à côté de moi. Tu es, dit-il, la voix tremblante. Hey, tu es ma sœur, ma demi-sœur, corrigea Madison avec prudence. Je ne comprends pas, murmura David, la voix tendue, et il était évident qu'ils se ressemblaient beaucoup maintenant qu'ils se trouvaient dans la même pièce. Ils avaient tous deux les sourcils expressifs et les yeux bruns chaleureux de David. Même si ceux de Madison étaient plus définis grâce à des années de soins méticuleux avec un budget limité. Si tu es vraiment la fille d'Esme, Madison, pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant pour nous contacter? Madison rit doucement et expliqua. Parce que jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais que ma mère était morte. Après cela, il y eut un silence total. Je pouvais même entendre le gargouillis de la cafetière dans la cuisine. Tout autour de la pièce, les membres de la famille qui avaient passé des semaines à choisir leur camp réajustaient maintenant leurs hypothèses sur ce qui s'était passé. C'est impossible, finit par dire Esmé d'une voix rauque et aiguë. Ma chère Madison, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Non, répondit Madison d'un ton ferme, sa voix devenant de plus en plus forte. J'avais 15 ans lorsque tu as signé les papiers renonçant à tes droits parentaux. Tu étais furieuse lorsque je me suis remariée et tu as décidé de ne plus me parler. Quand j'avais 17 ans, je me suis retrouvée seule après avoir quitté ma famille d'accueil. La femme sortit un dossier de son sac et le tendit à David. Voici tous les documents. Les papiers du tribunal que vous avez signés, le faux certificat de décès que quelqu'un a remis à l'enquêteur que j'ai engagé, et même les reçus prouvant que vous avez payé pour que cette histoire tienne la route si quelqu'un venait à enquêter. La main de David tremblait lorsqu'il ouvrit le dossier, et je vis son expression changer à mesure qu'il parcourait les preuves de la tromperie systématique de sa femme. Tu as payé quelqu'un pour simuler ta propre mort, demanda-t-il d'une voix alarmée. David, tu dois comprendre, le supplia Esmé en se précipitant vers lui, les mains tendues. La situation était compliquée. Sa voix n'était qu'un murmure. Madison traversait une période difficile, et j'ai pensé, commença Esmé, mais j'avais d'excellentes notes, et je travaillais à temps partiel pour aider ma grand-mère âgée à payer ses courses. L'interrompit Madison, sa voix tranchant comme un couteau dans les mensonges d'Esmé. La mystérieuse disparition de ma mère était la seule chose qui occupait mes pensées à l'époque. D'une voix plus assurée, elle se tourna vers l'auditoire et dit « Je veux que tout le monde ici comprenne quelque chose. Je ne suis pas venue ici pour obtenir un gain financier, pour me venger ou pour briser une famille. Ma mère, que j'ai pleuré pendant 3 ans en croyant à tort qu'elle était morte, menait une vie complètement différente pendant que je luttais pour survivre toute seule. Je suis venue ici pour en savoir plus. » Avec une expression sombre trahissant sa compréhension, Elliot s'approcha d'elle. « Comment c'est ta vie depuis, dit-il, depuis ton départ? J'ai travaillé 2 fois plus ces 5 dernières années pour payer mes études à l'université, répondit Madison, le regard fixé sur lui. Mon salaire est presque entièrement consacré à mon studio. Quand les temps étaient durs, je n'avais personne vers qui me tourner, pas même des proches. Madison répondit, parce que tu n'étais pas censé le savoir. Ma mère s'en est assurée. Ma belle-sœur Michelle s'avança depuis l'autre bout de la pièce pour m'offrir son soutien compatissant. Oh, ma chérie, ma belle-sœur Esmé se retirait dans la cuisine, alors que le monde qu'elle avait soigneusement construit s'écroulait. Vous ne comprenez pas, a-t-elle continué. Aucun de vous ne comprend à quel point la situation était compliquée.
Alors explique-nous, a répondu David d'une voix grave. Explique-nous comment abandonner une adolescente de 15 ans et simuler ta propre mort était la bonne chose à faire. Elle n'était plus ma responsabilité. Une nouvelle vie et une nouvelle famille m'attendaient lorsque le calcul froid d'Esme finit par transparaître. Donc, tu l'as simplement effacée, dit Elliot. Tu as effacé ta propre fille. La sincérité de la remarque d'Esme résonna dans toute la pièce, et plusieurs personnes reculèrent de surprise, comme si les mots d'Esme étaient empoisonnés. Tu crois que ça a été facile? J'ai fait ce que je devais faire, dit Esme d'une voix presque hurlante. Tu croyais vraiment que je voulais abandonner mon enfant? Malheureusement. Mon avenir était en contradiction avec mon passé. J'ai pris une décision pour mon avenir. Tu as fait un choix qui privilégiait ton propre confort au détriment du bien-être de ton enfant, remarqua Madison avec une simplicité mortelle. Sors d'ici, murmura-t-il. David, je t'en prie, sors de ma maison. Après avoir posé le dossier sur la table basse, David regarda sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une expression qui n'était ni de colère ni de déception, mais qui semblait plutôt révéler sa vraie nature. Sors de ma vie. Laisse ma famille tranquille. Ta famille, m'écriai-je. La moitié de cette maison m'appartient. Dit Esme d'un ton de plus en plus furieux. Ta retraite et la moitié de tes biens. Tu n'as pas le droit de me chasser comme ça. En fait, je peux, dit David avec un air satisfait. Le contrat prénuptial que tu as exigé est mutuellement avantageux. Esme, David poursuivit. Je vais demander à mon avocat de te contacter au sujet de la procédure de divorce. Le visage d'Esme pâlit lorsqu'elle répondit. Vous n'oseriez pas abandonner votre enfant et simuler votre propre mort pour le cacher à votre nouvelle famille. Me semble être une fausse déclaration. Mon avocat vous contactera au sujet de la procédure de divorce. Esme scruta la pièce à la recherche d'un signe d'empathie, mais elle n'en vit aucun. Même les membres de la famille qui s'étaient montrés les plus compréhensifs auparavant la regardaient maintenant avec un dégoût évident. Vous le regretterez, dit-elle finalement d'une voix basse et menaçante. Vous tous, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de gâcher. Une menteuse et une mère qui abandonne son enfant. Avant qu'Esme ne sorte en claquant la porte, Madison se leva et dit « Je pense que nous nous en sortirons ». La famille passa le reste de la soirée à faire connaissance avec Madison, qui raconta sa vie à Portland, sa carrière de gardienne de nuit et son aspiration à devenir assistante sociale. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est la facilité avec laquelle elle s'est intégrée dans notre dynamique familiale. Elle avait hérité du sens pratique de David pour résoudre les problèmes et de son humour pince sans rire, et elle leur a fièrement montré les photos de son modeste appartement, le premier logement qui lui avait jamais appartenu entièrement. Je n'arrive pas à croire que j'ai une sœur, a déclaré Elliot à un moment donné, en secouant la tête avec émerveillement. Demi-sœur, corrigea Madison, mais cette fois-ci avec le sourire. Sœur, insista-t-il. Le mot demi n'est qu'une question de biologie. Madison partageait l'amour d'Elliot pour les livres et son intensité tranquille lorsqu'elle discutait de sujets qui lui tenaient à cœur. Observer mon petit-fils et sa demi-sœur découvrir leurs liens était comme voir deux pièces d'un puzzle s'emboîter enfin. Les sœurs sont synonymes de libre arbitre. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine, préparant le dîner du dimanche pour plus de personnes que je n'avais cuisiné depuis des années, car Madison avait déménagé dans une école plus proche de chez nous, David prenant en charge ses frais de scolarité, et Elliot l'avait persuadé d'emménager dans la chambre d'amis de son appartement, prétextant qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à réviser son examen du barreau. Une fois que l'avocat de David eut présenté les preuves de la tromperie d'Esme, le divorce fut prononcé de manière étonnamment rapide. Esme avait disparu de nos vies, tout comme elle avait disparu de celle de Madison, ne laissant derrière elle que le souvenir du mal qu'elle avait tenté de causer. Cependant, le changement le plus gratifiant fut sans aucun doute l'amélioration de mes relations avec ma famille. Grandmère Thelma, m'a dit Madison en entrant dans ma cuisine avec une bouteille de vin.
abandonnant les masques de courtoisie et les manœuvres sociales prudentes qui avaient défini nos relations pendant des années. Nous étions désormais plus proches, plus sincères l'une envers l'autre et mieux préparés à affronter les défis qui se présenteraient. Je souris en entendant le titre qu'elle m'avait donné, grand-mère, plutôt que Madame Caldwell ou Thelma. C'était une façon d'honorer son rôle dans notre famille et le lien qu'elle avait tissé avec mon fils et mon petit-fils, tout en vérifiant le rôti dans le four. Je dis, je pense que nous sommes presque prêts. David m'a envoyé voir si tu avais besoin d'aide. Comment se passe ton adaptation à l'école? C'est étrange d'avoir des gens qui se soucient de ma réussite ou de mon échec. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Elle se détendit, s'appuyant contre le comptoir. Contrairement à lors de nos premières rencontres stressantes, je m'y habitue encore. Est-ce étrange dans le bon ou dans le mauvais sens? Absolument. Je prendrai ça pour un oui. Elle s'est interrompue, puis a murmuré. Je te suis très reconnaissante pour ton enquête, ta confrontation avec elle et ton acceptation de moi dans cette famille. J'ai examiné son visage, voyant à la fois la jeune femme confiante qu'elle était devenue et la fillette terrifiée qui avait été abandonnée à l'âge de 15 ans. Je sais que ça n'a pas été facile. Tu as fait le plus dur. Tu as survécu. Tu étais cette jeune fille déterminée de 17 ans qui avait atteint l'âge limite pour rester en foyer. Cette jeune femme, pleine d'espoir de 20 ans, qui pleurait. Une mère qui n'était pas vraiment morte. Lui ai-je dit, tu as réussi ta vie toute seule? Madison a souri et a répondu, tout ce que tu as fait, c'est m'empêcher de passer le reste de ma vie à croire que je ne méritais pas d'être aimée. Elle a ajouté, tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que la vérité soit révélée. David et Elliot discutaient avec passion dans la salle à manger, un trait de caractère qui semblait être commun à toute notre famille. Le son de leur voix, amplifié par le rire de Madison, apportait à ma maison une chaleur réconfortante que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Esmé avait tenté d'effacer Madison de l'existence afin que sa vie parfaite soit protégée du poids de ses décisions passées, alors qu'Esmé avait tenté de construire une famille par la tromperie et la manipulation. Celle-ci était meilleure et plus authentique. Alors que nous nous asseyions pour dîner ce dimanche-là, j'ai jeté un coup d'œil autour de la table à mon fils, mon petit-fils et la petite fille que j'avais gagnés grâce à la tragédie et à la vérité. Madison n'avait pas été un fardeau caché, mais avait plutôt rapproché notre famille. Au fait, j'aimerais savoir ce que vous feriez à ma place. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. Au fait, je vous laisse deux autres histoires, mes préférées, sur la dernière page, et je vous promets qu'elles vont vous choquer. Merci d'être resté jusqu'à la fin.